Cette intervention va être l'occasion pour moi de venir éclairer une croyance qui est en fait encore aujourd'hui très présente, même si le court-métrage que l'on a vu vient justement de le critiquer. Cette croyance, c'est celle du commerce comme remède à la guerre. On pourrait croire en effet que les interactions économiques empêchent les nations de se faire la guerre. Alors évidemment, les faits, comme souvent, vont contre cette représentation du commerce pacificateur, mais aujourd'hui j'aimerais revenir sur la généalogie de cette croyance, puisque c'est le XVIIIe siècle qui, en effet, en grande partie en a posé les fondements, notamment grâce à une nouvelle catégorie qui apparaît et qui s'intitule donc l'économie politique. Alors, qu'est-ce que l'économie politique ? L'économie politique, c'est un nouveau champ de connaissances au XVIIIe siècle qui pourrait constituer une nouvelle science. En tout cas, au XVIIIe, on a certains auteurs qui considèrent que l'économie, c'est-à-dire la gestion des ressources agricoles, industrielles, fiscales, doit faire l'objet de lois scientifiques et se conformer à des principes économiques. Dit plus simplement, de la même manière que la physique a ses lois d'explication du mouvement, eh bien, l'économie, les échanges entre les individus et entre les nations ont également des lois et il faut les respecter pour que les échanges soient économiquement féconds. Bref, l'économie politique au XVIIIe, c'est semble-t-il les débuts de la science économique. Alors quel est le contenu de cette science, en tout cas de ce qui prétend être une science ? On constate deux cercles successifs d'auteurs, d'abord autour de la science du commerce, puis ensuite autour de la physiocratie, qui vont revendiquer une certaine liberté de commerce. C'est la fameuse maxime « laissez faire les hommes, laissez passer les marchandises », qui là encore semble avoir été récupérée plus tard par la tradition libérale qui se revendique de ces auteurs qui seraient des précurseurs, qui auraient posé les bases donc d'un certain libéralisme économique, c'est-à-dire l'idée en fait selon laquelle pour que les échanges alimentent la croissance, il faut qu'ils aient lieu sur un marché et ce marché se définit par l'absence de la présence de l'État. Donc pour comprendre cette motivation libérale au XVIIIe, ce laisser-faire, eh bien il faut comprendre que le commerce il est très réglementé. Même à l'échelle en fait, de l'espace intérieur, les produits sont largement taxés quand ils passent d'une région à une autre. Et pareil à l'échelle internationale, certains produits, comme le blé notamment au XVIIIe, sont interdits à l'exportation. Aussi, cet élan libéral qui exige la libéralisation des échanges et notamment des échanges de blé, c'est l'occasion au XVIIIe d'une redéfinition des interactions entre les nations. Entre les individus, mais aussi entre les nations, puisque finalement cet élan libéral va permettre de considérer à nouveau frais la place du commerce comme un levier potentiel de paix entre les puissances européennes. Par ailleurs, l'économie politique, elle doit répondre à deux problèmes deux problèmes précis qui se posent au XVIIIe. Le premier, c'est celui qu'on a qualifié de querelle du luxe, puisque finalement cette revendication libérale, elle se dresse contre une idée morale qui est très ancrée, qui considère que poursuivre ses intérêts égoïstes dans l'activité économique, c'est mal. Ça correspond à une passion vicieuse dont le levier, c'est le luxe. Dit plus simplement, le commerce, avant le XVIIIe siècle, est relativement condamné moralement, puisque l'individu est vicieux, enfin l'individu qui s'engage dans le commerce est vicieux, et la nation qui s'engagerait dans ces activités commerçantes, elle aussi serait vicieuse dans le sens où elle se déliterait moralement. Comme je vais poursuivre mon intérêt commercial, économique, je vais perdre ma vertu civique, je cesse d'être le citoyen d'une nation, je deviens finalement un individu centré sur ses propres intérêts, et mon gain risque d'aller ou de se faire sur le dos de celui de l'État. Donc la querelle du luxe va structurer tout le débat économique au XVIIIe et opposer deux modèles d'interaction entre les hommes, des interactions qualifiées de morales, de civiques, qui placent finalement la patrie au cœur des interactions, et des interactions économiques, commerciales, qui elles vont placer l'intérêt individuel au cœur du modèle, sans pour autant que cet intérêt individuel néglige la vertu civique, ou en tout cas la place de la nation. Il ne faudrait pas que cet intérêt soit mauvais pour la patrie. Ensuite, le second problème auquel l'économie politique doit se confronter au XVIIIe, c'est celui de l'esclavage et d'une manière générale du commerce colonial. En effet, la redéfinition des interactions entre les hommes à l'échelle de ce commerce international devrait, en tout état de cause, venir remettre en cause la traite négrière. En effet, si on considère
que le commerce est une activité de gens libres, qui semble être le fond de la revendication libérale au XVIIIe, alors il faut, pour être cohérent, être abolitionniste et refuser le travail forcé et la servitude, qu'elle soit politique ou économique. Donc il n'est pas rare d'entendre qu'effectivement, les Lumières ont porté des discours anticolonialistes et anti-esclavagistes, on peut penser à Diderot par exemple, ou plus tard à Condorcet, mais la réalité économique de ces discours est beaucoup moins évidente, et il faudra voir jusqu'où en effet l'économie politique peut constituer un levier pour redéfinir les relations entre les hommes blancs libres et les hommes noirs esclaves. Finalement, une fois ce rapide tableau de problèmes dressé, on voit que l'interaction des hommes à l'échelle internationale ou globale est en tension au XVIIIe siècle. Est-ce que ces interactions, elles sont martiales, militaires? Est-ce qu'elles sont au contraire cosmopolites? Est-ce qu'elles sont nationales? Bref, il s'agit de nous demander de quelle manière l'économie politique a pu renouveler le sens de ces interactions et peut-être également inventer quelques mythes au passage, comme par exemple celui d'un commerce pacificateur qui égaliserait les conditions des hommes d'une manière universelle. Alors il faut comprendre d'abord contre quelle conception initiale ou dominante l'économie politique s'est dressée au XVIIIe, au moins en partie. Et pour cela, il faut considérer des textes et des auteurs qui sont un peu plus anciens et qui viennent justement théoriser les rapports entre les puissances européennes. C'est le cas de Jean-Baptiste Colbert, qui est contrôleur des finances sous Louis XIV, et qui signale dans un texte au roi des considérations politiques et économiques sur la bonne gestion des finances. Il affirme « Le bon état des finances et l'augmentation des revenus de votre majesté consiste à augmenter par tous les moyens le nombre de l'argent monnayé qui roule continuellement dans le royaume et à maintenir dans toutes les provinces la juste proportion qu'elles doivent en avoir. 3 voies permettent d'y arriver. Augmenter l'argent dans le commerce public en l'attirant des pays d'où il vient, en le conservant au-dedans du royaume et en empêchant qu'il n'en sortît et donnant des moyens aux hommes d'en tirer profit. Comment ces 3 points consistent la grandeur, la puissance de l'État et la magnificence du roi par toutes les dépenses que les grands revenus donnent occasion de faire, qui est d'autant plus relevée qu'elle abaisse en même temps tous les États voisins, vu qu'il n'y a qu'une même quantité d'argent qui roule dans toute l'Europe. Je supplie votre majesté de me permettre de lui dire qu'il me semble que depuis qu'elle a pris l'administration de ses finances, elle a entrepris une guerre d'argent contre tous les États de l'Europe. Plus tard, Colbert dira que cette guerre d'argent est gagnée, évidemment, par le roi. Alors évidemment, il faut comprendre le caractère auto-flatteur de ce texte, puisque si les finances vont bien, c'est grâce à Colbert. Donc il y a évidemment un phénomène de justification, d'auto-justification. Mais ce qui est plus intéressant, c'est l'ensemble des croyances économiques qui supportent en fait et qui structurent l'action gouvernementale de Colbert ici. Alors d'abord, on peut repérer la définition de la richesse qui anime Colbert et qui consiste dans ce qu'on appelle le chrysohédonisme, vilain mot pour dire tout simplement que la richesse est définie par le stock de métaux précieux disponibles dans le royaume. Un État riche, c'est donc un État qui accumule un stock de monnaie, d'argent et d'or. Deuxièmement, on constate que Colbert croit à une politique bullioniste, c'est-à-dire que pour augmenter cette richesse, il faut refuser qu'elle sorte du territoire et l'attirer depuis les pays voisins. En fait, le bullionisme provient d'abord de la politique espagnole qui, suite à la colonisation de l'Amérique, a importé énormément de métaux précieux et a interdit leur sortie, puisque cette richesse, c'était, on le voit dans le texte, c'est l'essence même de la puissance de l'État. Donc ces 2 croyances, le chrysohédonisme et le bullionisme, forment ce qu'on appelle le courant mercantiliste, qui définit les relations internationales, qui définit la puissance et qui, en fait, définit ces relations comme des relations antagonistes, conflictuelles, à l'échelle de l'Europe, dans ce qu'on appelle la balance du commerce. Évidemment, si la richesse, c'est ce qui permet à un État d'être puissant, si c'est ce qui définit la puissance et que cette richesse, elle est en quantité finie, en quantité limitée, alors il faut que les voisins aient moins de stock que le pays d'où l'on est. Dit plus simplement, ce que la France va gagner dans le commerce, c'est l'Angleterre et la Hollande qui va le perdre. Et le but donc est d'arriver tout simplement à avoir la balance la plus excédentaire possible relativement aux autres puissances européennes. Autrement dit, le mercantilisme définit les relations commerciales et internationales comme des relations conflictuelles, antagonistes. C'est l'expression de Colbert, la guerre d'argent, qui définit le mieux cette matrice d'interaction internationale. Le commerce, c'est tout simplement la guerre, mais sur un autre terrain.
Et alors quel est ce terrain? Eh bien c'est notamment celui des colonies. La colonie, c'est ce qui permet à une métropole d'augmenter son stock de métaux précieux et surtout d'augmenter le poids de son excédent dans la balance, puisque les produits coloniaux vont pouvoir être vendus dans le marché européen sans que cela ait coûté à la métropole. Et pour qu'un tel commerce puisse exister, pour qu'il puisse être à l'avantage des métropoles, il faut évidemment limiter très fortement les échanges de la colonie avec les autres nations. C'est ce qu'on appelle l'exclusif colonial. L'exclusif colonial, c'est tout simplement le fait que la colonie n'a pas le droit de vendre à d'autres nations qu'à sa métropole. On le voit dans cette perspective, les interactions, elles sont définies comme nulles. C'est-à-dire que le commerce est un jeu à somme nulle. Ce que l'un perd, l'autre le gagne. Et il n'y a pas de conception mercantiliste du commerce comme un levier d'interaction positive ou de complémentarité finalement dans quelque chose comme la croissance à l'échelle mondiale. En fait, les interactions économiques sont ici regardées comme un moyen de la puissance politique, car ce qui reste au cœur de l'action gouvernementale finalement, c'est la puissance d'État, la puissance du roi. Et c'est précisément cette matrice et l'ensemble des croyances qui sont soutenues par Colbert, qui sont supportées par Colbert, qui vont successivement être fragilisées au XVIIIe siècle. Donc, on le voit, le terme de balance du commerce a largement occupé les écrits économiques français et anglais durant le XVIIe siècle. Mais à la fin de siècle, on voit apparaître de nouvelles représentations des interactions économiques, notamment avec le français Bois-Guilbert, qui, donc, dans son œuvre Le détail de la France, parle d'un ordre naturel des échanges. Cet ordre naturel, c'est les prémices du marché. Il faudrait, d'une certaine façon, laisser les individus contractualiser librement. Et puis surtout, on a outre-Manche la publication de La fable des abeilles, qui est assez révélatrice des premières attaques que la matrice mercantiliste subit. Alors cette fable, elle fait frissonner les moralistes parce qu'elle va affirmer un paradoxe moral où elle va même tenir finalement une thèse amoraliste selon laquelle il faut poursuivre ses intérêts égoïstes avant tout. Mandeville affirme que pour qu'une nation soit une nation florissante, qu'elle soit puissante, qu'elle soit forte, il faut que les individus qui la composent, donc les abeilles, soient vicieux. C'est l'expression donc vice privé, vertu publique qui définit finalement ce que veut dire Mandeville. Autrement dit, on voit là les prémices de la pensée qui va occuper, semble-t-il, ensuite Adam Smith dans La richesse des nations et de toute cette croyance dans le marché et dans le levier du marché, c'est-à-dire la main invisible. La main invisible, c'est ce paradoxe qui fait que lorsque chaque individu travaille à son propre gain, il fait augmenter l'aisance générale, croit-on. Aussi, il faut le laisser libre de ces entreprises économiques. Il faut que l'État ne se mêle pas de ce qu'il a le droit de vendre ou non, et surtout à qui. Donc ces premiers textes, ils vont trouver une caisse de résonance au XVIIIe siècle, durant lequel le commerce va changer de peau d'une certaine manière, et il va perdre en fait son caractère immoral pour devenir une activité honnête, l'honnête négociant, l'honnête commerçant. Et ça va devenir une activité qui est valorisée du point de vue même du rayonnement de la nation. Le XVIIIe siècle, et notamment Montesquieu dans L'Esprit des lois, va opposer alors deux conceptions des interactions internationales. Une conception qui est une conception ancienne et archaïque, en tout cas c'est comme ça qu'elle est qualifiée par Montesquieu, qui correspond à l'esprit de conquête. Cet esprit, c'est celui du noble guerrier, c'est celui du patriote, qui fond son intérêt particulier dans l'intérêt de la puissance souveraine. Et donc le moteur de cet esprit, le moteur historique qui régnait dans cet esprit de conquête, c'est la conquête, c'est-à-dire l'augmentation du pouvoir politique du roi. Et Montesquieu va affirmer que cet esprit archaïque n'est plus et que désormais la modernité, elle est qualifiée par l'esprit de commerce. Cet esprit moderne, c'est celui qui modifie la relation à la nation voisine, qui n'est plus un adversaire politique, mais qui devient un partenaire économique. Autrement dit, l'esprit de commerce va redéfinir le lien, l'interaction avec la nation voisine. Ces interactions, elles ne seront plus conflictuelles, mais au contraire, elles seront pacifiées par l'échange. C'est le fameux mythe du doux commerce. L'expression n'est pas de Montesquieu, mais Montesquieu affirme que l'effet naturel du commerce est de porter à la paix. Donc finalement, le commerce pacifie pour Montesquieu et adoucit les mœurs. Pourquoi ? Parce que pour échanger, je ne dois plus faire la guerre. Et deuxièmement, ces interactions, elles sont positives pour les deux parties.
c'est-à-dire que le commerce devient un jeu à somme positive. Il ne suffit plus de voler son voisin d'une certaine manière, mais pour que la puissance économique de la France progresse, il faut que celle de l'Angleterre aussi. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour que je lui vende mon luxe, il faut qu'elle ait la possibilité de l'acheter, tout simplement. Alors quels sont les effets profonds de cette redéfinition des relations internationales ? Il semble qu'il y ait toute une nouvelle matrice philosophique qui soit décelable dans ces critiques de l'ancien mercantilisme. Et en fait, cette nouvelle matrice, elle redéfinit l'interaction d'une manière quasi universelle. On peut regarder 3 effets à 3 échelles différentes de cette redéfinition. D'abord, au niveau du commerce colonial. Le colonialisme et l'esclavagisme peuvent, suivant cette perspective, devenir objet de critique. Puisque tout simplement, l'esclavagisme et le colonialisme contredisent ces nouvelles interactions humaines qui sont nouvellement définies comme étant libres et surtout comme étant égalitaristes ou égalisantes. Aussi, le travail contraint ne rend pas possible la poursuite des intérêts individuels et interdit tout phénomène de concurrence. Tout simplement, si jamais je suis un esclave, je ne travaille pas pour mon propre gain et donc je n'ai aucune émulation économique et donc aucun phénomène de concurrence ne peut s'appliquer. Aussi, l'esclavage va être critiqué au XVIIIe, à la fois depuis le point de vue classique de la philosophie humaniste des Lumières, comme c'est le cas chez Diderot dans l'Histoire des 2 Indes par exemple, mais elle va également être critiquée depuis un point de vue économique. Par exemple, les physiocrates sont abolitionnistes uniquement pour des raisons économiques. Il faut que finalement les territoires où il y a du travail contraint deviennent des territoires de partenariat économique. Et c'est le cas, par exemple, de cet extrait de l'article « Traite des nègres » de Jaucourt, qui est donc un article de l'Encyclopédie, dans lequel Jaucourt affirme que l'on mette les nègres en liberté, et dans peu de générations, ce pays vaste et fertile comptera des habitants sans nombre. Les arts, les talents y fleuriront, et au-delà qu'il n'est presque peuplé que de sauvages et de bêtes féroces, il ne le sera bientôt que par des hommes industrieux. Alors, on voit que le futur affranchi est considéré depuis sa potentielle interaction économique avec le blanc européen. Donc, il est tout à fait possible de voir dans ce texte, il faut voir dans ce texte, la perpétuation d'un point de vue colonial, en fait, puisque finalement, l'esclave noir ne peut exister comme sujet de droit libre et égal aux blancs que parce qu'il est dans un échange économique avec les Blancs, dans une forme qui est en fait la forme occidentale. Au niveau national, l'économie politique peut également devenir un objet de réforme. Il y en a plein. Je parlerai de celle du religieux dans l'État. La religion, pour certains auteurs économiques, au XVIIIe, coûte à l'économie nationale. Pourquoi ? Tout simplement du fait du célibat des prêtres et de l'improductivité du clergé. On critique ce que coûte le clergé à l'État. Et cette critique, elle montre d'une certaine manière qu'il y a une concurrence entre plusieurs modèles d'interaction humaine au niveau national. Un modèle théologique qui met la communauté religieuse au centre et qui va négliger, voire critiquer la question de la croissance, par exemple, en condamnant le luxe. La condamnation du luxe, elle est d'abord biblique. Et ensuite, on peut mettre en concurrence ce modèle avec un modèle économique qui va redéfinir la communauté non plus du point de vue des institutions religieuses mais, ou des dogmes, mais des intérêts économiques. Et par exemple, on constate dans l'article « Dimanche » de Féguet, qui est aussi un contributeur de l'Encyclopédie, Féguet il propose un point de vue assez subversif en réalité au XVIIIe, pour l'époque, qui est le travail le dimanche après-midi. Attention, on ne rate pas la messe quand même. Mais néanmoins, ce que affirme Féguet, c'est que contre le dogme biblique du travail chômé le dimanche, l'auteur montre qu'il y a un intérêt économique à travailler le dimanche. Et il s'appuie sur les travaux de l'abbé de Saint-Pierre en affirmant qu'il y a une perte colossale, une perte économique colossale à ne pas travailler le dimanche. Donc là, ce qu'on voit, c'est que les interactions religieuses, celles de la messe notamment, sont mises à égalité avec les interactions marchandes et productivistes finalement de l'État. Enfin, et ce sera mon dernier exemple, au niveau individuel, à l'échelle individuelle, quand on se rapproche au maximum de l'individu, il est possible de voir que cette redéfinition des interactions sociales a aussi son effet. C'est peut-être même de là que ça part. Cet effet,
c'est celui de la justification de la conservation de l'individu. Dit plus simplement, cette nouvelle matrice d'interaction doit interdire à l'individu de porter atteinte à sa vie. C'est un beau texte de Diderot, toujours dans l'encyclopédie, qui fait la promotion de la vie humaine relativement à l'utilité de l'individu dans les interactions sociales. Il affirme « Il faut exister le plus longtemps qu'il est possible pour soi, pour ses amis, pour ses parents, pour la société, pour le genre humain. Toutes les relations qui sont honnêtes et qui sont douces nous y convient. Demeurons donc. Il n'y a moralement personne sur la surface de la terre d'assez inutile et d'assez isolé pour partir sans prendre congé que de soi-même. L'injustice d'un pareil procédé sera plus ou moins grande, mais il y aura toujours de l'injustice. » C'est un beau texte. Et ce qui est intéressant, c'est que Diderot sécularise au XVIIIe l'injonction à la conservation. Chez Locke, par exemple, avant, on ne portait pas atteinte à sa vie parce qu'on était une créature de Dieu. Et comme on était une créature de Dieu, on n'avait pas le droit de se supprimer parce que finalement notre vie ne nous appartenait pas. Chez Diderot, qui est un athée, enfin en tout cas qui est athée à la fin de sa vie, qui est un déiste une grande partie de sa vie, et ben en fait on sécularise cette injonction à la conservation, mais on la sécularise du point de vue économique. C'est parce que je suis utile à l'autre, que je suis utile à ma nation, que je suis même utile au genre humain, que je ne dois pas me supprimer. Je n'ai pas le droit de me supprimer parce que je fais partie d'un tout, un tout social, un tout économique, un tout d'échange qui a besoin d'interaction avec moi. Finalement, donc, l'économie politique au XVIIIe engage une redéfinition des relations inter-individuelles. L'enjeu le plus important, c'est évidemment de redéfinir les relations internationales. Car le ius belli, c'est-à-dire le droit de la guerre, et d'une manière générale la conquête, la raison d'État, deviennent des objets qui sont fortement critiqués par un siècle qui a en fait lassé des guerres de territoire sur le continent européen. Un mythe naît alors au XVIIIe, le commerce comme remède à la guerre. Il faudra attendre sans doute la critique marxiste pour que ce mythe se fragilise. Le commerce n'a jamais été doux. Et la place même que constitue la colonie dans ce nouveau schéma d'échange reste problématique parce que de nombreux auteurs, qui pourtant sont des auteurs qualifiés de libéraux au XVIIIe, continuent de défendre l'exclusif colonial et la traite négrière. Cependant, il est possible de voir les effets que cette redéfinition va provoquer dans la matrice philosophique des Lumières. Un certain cosmopolitisme est possible à partir des prétentions de l'économie politique, et donc une pensée critique du colonialisme et de l'esclavagisme peut prendre racine, elle ne le fait pas toujours, mais elle peut prendre racine sur l'idée du commerce entre les hommes, qui serait donc un levier d'égalisation entre les individus. Les interactions qui découlent de ce commerce universel peuvent alors être appelées contre des modèles concurrents qui continuent d'exister au XVIIIe. D'abord le modèle de la raison d'État, qui fait finalement de la puissance souveraine et de la vertu civique le principe de toute action humaine, dont finalement la frontière, c'est la frontière nationale. Et le modèle de la théologie, qui pense l'interaction d'abord comme religion, c'est-à-dire comme lien de la communauté religieuse à Dieu. Contre ces deux modèles, il est possible de voir que l'économie politique a envisagé, peut-être seulement partiellement, peut-être d'une manière paradoxale, une nouvelle forme d'interaction sociale fondée sur l'échange, que la critique marxiste, mais en fait avant tout républicaine, n'aura pas manqué de battre en brèche, en montrant au contraire l'incroyable voracité du commerce. Je vous remercie.